Salut mes petits riffologues, bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, on va évoquer la disparition d'un homme qui dépassait largement la musique. Une icône, un maître, un prince du rock. Ozzy Osbourne nous a quittés le 23 juillet 2025. Oui, ça fait 6 mois. Mais j'avais pas envie de jouer le croque-mort de Lucky Luke, dégainer une vidéo avant même que le silence ne se pose. Ozzy Osbourne méritait mieux que ça. Et là, j'aimerais faire une petite supplique à tous les héros sonores de ma jeunesse. Arrêtez de mourir, bordel! Parce qu'à ce rythme-là, ma série va finir par s'appeler Nécrologie culte. Bon, prêt? Alors, affûtez vos médiatos, musclez vos petits doigts. Ouvrez grand vos oreilles. Ça va riffer. Bon, si vous aimez les riffs qui cognent sec, qui martèlent le sol comme le colonel Rangemaster et sa troupe de GI sous stéroïdes, et qui peuvent faire trembler une étagère Ikea à 10 mètres, vous êtes au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on plonge dans une pièce maîtresse de l'histoire du riff. Un truc dangereux, un truc qui sointe l'huile, la brume violette et la révolution sonore. Children of the Grave, Black Sabbath. Ce morceau ouvre la phase B de Master of Reality, sorti le 21 juillet 1971 chez Vertigo. Enregistré au mythique Island Studio à Londres, sous la houlette de Roger Brain, son dernier tour de piste avec le groupe. Et quelle finale! On dirait qu'il a voulu atomiser la console avant de partir. Dès les premières secondes, le riff te saute à la gorge. C'est un truc galopant et obsédant, taillé pour hypnotiser n'importe quel humain normalement constitué. Et surtout, il est joué en do dièse. Un accordage poisseux, brumeux, presque marécageux. Pourquoi si bas? Parce que Tony Iommi, le patron, le forgeron du métal, a perdu 2 phalanges dans un accident d'usine à 17 ans. Il baisse donc la tension des cordes pour soulager ses doigts. Et sans le savoir, il invente un son plus grave, plus lourd, plus menaçant, plus savate. Résultat, un riff qui pourrait faire vaciller un bunker. Certains y voient les prémices du thrash, d'autres les fondations du doom. Mais les fans de Chaos, Sleep ou Queen of the Stone Age, eux, ils lèvent déjà la main. Parce que Master of Reality, c'est la matrice, la graine d'où va pousser tout le stoner rock. Les riffs répétés jusqu'à l'hypnose, l'accordage bas, le grain épais comme du sirop, le mélange de psychédélisme et de furie primitive. Josh Homme dira même que Sabbath, c'est le blueprint. Et franchement, difficile de dire le contraire. Bref, ce riff, c'est un manifeste. La colonne vertébrale du morceau, le coup de marteau fondateur du métal moderne. Un riff simple, hypnotique, menaçant et absolument irrésistible. Alors, petit voyage dans le temps. 1971. On sort à peine des 60s, mais le monde, lui, n'a rien de peace and love. On est loin des guirlandes de fleurs et des guitares acoustiques au coin du feu. C'est le chaos, brut, sale, sans filtre. La guerre du Vietnam fait rage. Les États-Unis bombardent encore plus fort, pendant que la jeunesse américaine se radicalise. On manifeste, on bloque des campus, on brûle des drapeaux, on se méfie du gouvernement comme jamais. La génération Woodstock a découvert que le soleil ne brille pas toujours. Elle cherche une autre langue. Un langage qui claque, qui dérange, qui dénonce. Un langage électrique. De l'autre côté de l'Atlantique, la Grande-Bretagne ne va pas mieux. Crise économique,
chômage massif, grève à répétition, les idéaux hippies écrabouillés par la réalité. Les couleurs psychédéliques se sont délavées. Le ciel est gris. Et à Birmingham, tout est gris. Les murs, les usines, les perspectives d'avenir. Et au milieu de ce brouillard industriel surgissent 4 types. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward. Bref, Black Sabbath. Ils ne font pas de la musique pour rêver. Ils jouent pour survivre, pour expulser la noirceur, pour mettre un son sur ce que tout le monde ressent, mais n'ose pas dire. Puis arrive Master of Reality, juillet 1971. Un disque qui ne cherche pas à séduire. Il frappe. C'est un cri, un pamphlet, une alarme. Un album qui dit réveillez-vous les amis, le monde part en vrille. Et au cœur de ce disque, il y a Children of the Grave. Le morceau le plus direct, le plus politique et peut-être le plus visionnaire. Les paroles, ce n'est pas une invitation à la paix, version fleurs et LSD. Hein. C'est un ultimatum. Si la jeunesse ne change pas le monde, elle va finir 6 pieds sous terre. Les enfants de la tombe. Pas exactement un message feel good. Et la musique suit. La batterie claque comme des bottes de soldats. La guitare de Yomi roule comme un tank lancé à pleine vitesse. La basse de Geezer gronde comme un moteur de guerre. C'est du flower power mais post-apocalyptique. Passé au broyeur, recouvert de poussière d'usine. Ce mélange riff massif, message désespéré, ambiance noire et presque prophétique, c'est la graine qui donnera, des décennies plus tard, le stoner, le doom, le sludge et une bonne partie de tout le métal lourd moderne. Ce n'était pas seulement un morceau, pas seulement un riff, c'était déjà de la résistance, de la contestation brute, mise en musique, un cri lancé à une génération entière. Si vous ne vous battez pas, personne ne le fera pour vous. Et plus dingue, c'est que ce morceau n'est jamais sorti en single. Pas de clip, pas de promo, juste un morceau d'album qui, 50 ans plus tard, conne toujours plus fort que bien des punchlines politiques. C'est peut-être ça la vraie puissance d'un riff culte. Il survit à l'histoire et il nous rappelle que tant qu'il y aura des guitares, il y aura des choses à gueuler. Alors là, accrochez-vous bien aux manches, parce qu'on entre dans l'un de ces moments où la légende et la réalité se rejoignent. Avec Tony Iommi, c'est jamais juste un riff. C'est une mutation, un bricolage, un miracle mécanique. On l'a dit, à 17 ans, Tony perd les bouts de 2 doigts dans une machine d'usine. Une tragédie pour n'importe quel guitariste. La fin du jeu, Aido. Mais pas pour Iommi. Le gars se fabrique des prothèses avec du plastique fondu et du cuir. Façon Django rencontre Mad Max. Un vrai kit de survie artisanale. Du guitar hero post-apocalyptique. Mais voilà, avec ses prothèses, il n'a plus la même force pour appuyer sur les cordes. La tension l'écrase. Impossible de jouer comme avant. Alors il tente un truc. Il descend l'accordage. Il relâche la tension et il atteint un do dièse standard. C'est plus confortable pour ses doigts abîmés. Mais c'est aussi la trouvaille sonore de sa vie. Le son devient plus grave, plus lourd, plus menaçant, plus Sabbath que Sabbath. Et ce qui devait être une adaptation médicale devient une signature sonore, une esthétique entière, le socle du métal moderne. Comme si le destin avait décidé. Bon, ok, tu perds 2 phalanges, mais en échange, je te file les fondations du heavy. Mais attends, c'est pas tout. Parce que le riff de Children of the Grave, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'est pas né d'une messe satanique sortie des ténèbres, ni d'un rituel occulte, ni d'une prière à Yog-Sothoth dans une crypte mal éclairée. Non, 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 non. Il est né en plein studio, dans le vacarme, la sueur, au milieu des câbles, d'amplis qui chauffent
et d'idées jetées à la volée. Geezer pose une ligne de basse hypnotique, répétée comme une incantation industrielle. Yomi l'entend, plaque 2 ou 3 accords galopants, et la créature prend vie. Brutale, instinctive, forgée à la main, c'est brut, c'est incisif, c'est tribal, et pourtant c'est l'un des riffs les plus marquants de toute l'histoire du métal. Le hasard? Non. Le génie à l'état pur, sculpté dans la contrainte, nourri par l'urgence, mis au monde par un gars qui n'aurait jamais dû rejouer et qui finalement a inventé une nouvelle planète sonore. Allez, aux scientifiques dans ce riff de l'enfer, on va parler de la marmite sonore d'où sort Children of the Grave. Parce que si le riff est menaçant, c'est aussi grâce au matos. Et attention, on est en 1971, donc pas d'IA, pas de plugin, pas de 32 pistes numériques, juste des machines à rugir. Tony joue ici sur sa célèbre Gibson SG spéciale de 1965, surnommée Monkey, une SG modifiée avec des microphones P90 d'origine, remplacés par des humbuckers maison. Et surtout, des prothèses de doigts bricolées avec du plastique fondu et du cuir, fixées avec des ciseaux chauffés au gaz. Pas très homologué CE, mais diablement efficace. Accordage en do dièse, standard. Do dièse, fa dièse, si, mi, sol dièse, do dièse. Corde light, action basse, l'objectif, moins d'effort, plus de grain. Le signal passe ensuite dans un ampli Laney Supergroup 100 watts, un monstre britannique tout lampe, branché dans une cabine 4x12, et entre les deux, une petite bête magique, un Dallas Rangemaster modifié. À l'origine, un treble booster, mais recablé pour booster les médiums et saturer plus vite l'ampli. Résultat, ce grain rugueux, baveux mais précis. Pas de fuzz, pas de disto moderne, juste la colère des lampes, poussée dans leur retranchement. Geezer joue sur une Fender Precision basse, très probablement celle de 1969. Équipée de cordes à filet plat, ces cordes donnent moins d'aigus, moins de brillance et un grain beaucoup plus sourd et percussif, parfait pour son style. La basse passe dans un ampli de l'année d'époque, poussé très fort, avec une saturation naturelle des lampes. Pas de pédale, pas d'effet, juste le volume déraisonnable et la compression organique de l'ampli. Le jeu de Geezer est au doigt, avec une attaque puissante et un accent sur les médiums. Les filets plats, mélangés à cette attaque agressive, donnent ce growl épais, râpeux, au bord de la rupture. En studio, le son qu'on entend est un mélange de saturation de l'ampli, les lampes qui chauffent, les cordes usées à filet plat et la dynamique de sa main droite, qui martèle sans relâche. Bill Ward, c'est le tribal man du métal. Son jeu sur Children of a Grave est basé sur des patterns proches du tom grave. Sans charler en intro, juste un roulement martelé. Il joue sur un kit premier à l'époque, avec des toms graves accordés bas, très résonnants. Aucun trigger, aucune retouche, juste de la sueur. Et voilà, pas besoin de 17 pédales, de 3 couches de compresseur et d'un preset Helix nommé Apocalypse Now. Juste une guitare, un ampli et un riff, taillé pour ouvrir les portes de l'enfer. Simple, direct, brutal. Avant toute chose, je te rappelle que tu peux trouver le PDF, le backing track, le Guitar Pro de cet épisode sur mon site internet drfredmrloud.com. Tu trouveras le lien en description. Allez, on va disséquer ce riff maintenant. Première étape, on va analyser le contexte harmonique. Mais avant ça, une petite précision. Comme on est en accordage de do dièse, il faudrait faire une petite gymnastique intellectuelle pour repérer les notes sur le manche. Donc, pour plus de facilité et de compréhension, on va analyser ce morceau comme s'il était joué en accordage standard. Donc, au lieu de penser do dièse ici, on va penser mi.
Cette petite mise au point faite, commençons l'analyse. La première chose qu'on remarque, c'est l'omniprésence d'un ostinato en mi, avec la corde de mi grave jouée à vide, ce qui nous aide fortement à trouver la tonalité de ce morceau. Et là, pas de doute, on est en mi. Maintenant, on va décortiquer les différents power chords qui entourent ce mi et chercher si on trouve une gamme correspondante. Le riff d'intro est décomposé en deux cellules. L'ostinato de mi, puis un power chord de do et de si. Donc, par rapport à mi, le do est une six mineure et le si est une quinte. On a déjà un premier indice. Mais ce n'est pas suffisant. Voyons voir maintenant la deuxième cellule. Elle est composée d'un ré, d'un mi, d'un sol et d'un do. Intéressant. Le ré, c'est la septième mineure de mi. Le sol est sa tierce mineure. Mais avec tous ces éléments, on peut dire qu'on a soit un mode aéolien, donc une gamme mineure naturelle composée comme suit, tonique, seconde, tierce mineure, quarte, quinte, six mineure, septième mineure, donc mi, fa dièse, sol, la, si, do, ré. Mais on pourrait aussi se trouver avec un mode phrygien qui est structuré en 1, seconde mineure, tierce mineure, quarte, quinte, six mineure, septième mineure, donc mi, fa, sol, la, si, do, ré. Les éléments du riff ne permettent pas à ce stade de définir un mode, car la différence se fait sur le second degré majeur en aéolien, soit fa dièse, et une seconde mineure, soit fa en phrygien. On va donc chercher dans les autres instruments et dans la suite du morceau pour voir si on trouve cette note. Et malheureusement, on trouve bien le fa, mais aussi le fa dièse dans la ligne de basse. Donc, impossible de choisir entre les deux. Puis en plus, ces deux notes sont utilisées dans un chromatisme qui permet de faire un mouvement de mi vers le sol. Donc, pas de mode précis. C'est plutôt des notes de passage. Par contre, ce qu'on peut dire sûrement, c'est qu'on est sur une tonalité mineure. Et si on va plus loin et qu'on analyse le solo de Tony, on voit une utilisation de la pentablues avec l'utilisation de la quinte bémol, soit le si bémol. Donc pour résumer, on est sur un morceau clairement mineur, mais sans définir un mode précis. Si tu décides d'improviser dessus, tu peux donc utiliser une pentablues, comme Tony Iommi, soit utiliser une gamme mineure naturelle, le mode aéolien, ou bien t'amuser à donner une couleur plus spécifique en utilisant le mode phrygien, en insistant sur la seconde mineure, le fa. Maintenant, on va décomposer le riff dans sa partie rythmique. Donc on a vu qu'on commençait avec un mi, qu'on double ici avec son octave de mi, et on va jouer une formule rythmique qui se décompose ainsi. On a des croches, suivies de triolets. Et donc la formule rythmique, c'est une croche, un triolet, une croche, un triolet, qui nous donne petite subtilité, on joue la croche et le triolet, mais la croche, il faut la penser blues. C'est-à-dire qu'elle est pensée comme si c'était la dernière croche du triolet. Maintenant qu'on a la formule rythmique, on va pouvoir enchaîner la première cellule. Rien de compliqué. Ensuite, dans cette même formule d'intro, on retrouve une deuxième cellule qui va se composer comme suit. Ici, on a notre Ré, donc deuxième corde sur la case 5, un power chord, qu'on va glisser jusqu'à la septième case.
Une fois qu'on a fait ça, on va jouer ici à la 10e case un power chord. On revient à la 3e case. Et on revient sur la 5e. Ce qui nous donne en jeu normal. Et voilà, on a terminé l'analyse de cette intro. Voilà comment on joue Children of a Grave. J'espère que cette analyse t'a été utile. Ou au moins qu'elle t'a donné envie de ressortir ta SG et de l'accorder en do jazz. Dis-moi en commentaire si t'y es arrivé. Ou si ta main droite a lâché avant la fin. T'inquiète, ça arrive au meilleur. Et si tu veux d'autres riffs cultes, pense à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche. Ça aide la chaîne et moi, ça me booste pour continuer à explorer ces trésors du rock. On va faire un petit hommage à Ozzy avant qu'on se quitte. J'aimerais prendre une seconde pour saluer Ozzy Osbourne. Parce qu'avec lui, c'est une partie de l'histoire du rock qui s'est éteinte. Ozzy, c'était l'excès, la sincérité brute, le chaos. Mais c'était aussi une voix unique, un sens de la mélodie qu'on oublie trop souvent. Et un courage incroyable. Le mec a survécu à tout. À l'industrie, aux excès, à la maladie. Et il a toujours été là, fidèle à lui-même, jusqu'au bout. Alors merci Ozzy pour tout. Pour nous avoir montré qu'on pouvait hurler, aimer, délirer et laisser une trace indélébile dans l'histoire de la musique. Repose en paix, Madman. Et surtout, fais trembler les amplis là-haut.